Bonjour, bonjour à tous. Merci. Et ça c'est ce qu'on appelle un tough act to follow, hein? Dans le monde du spectacle, là, hein? On succède au ministre. On va essayer d'être tout aussi captivant pendant les prochaines 45 minutes. Je m'appelle Catherine Mathis, associée à la Société des Demain. Je suis ravie d'être là aujourd'hui à l'invitation de Zoo pour mener cette discussion très importante, bien sûr, autour des stratégies innovantes qui entourent cette mise en marché de produits, de services éthiques, de services responsables. D'ailleurs, on va revenir sur ces définitions-là. Il y a beaucoup de mots qui se baladent, puis on n'est pas toujours certain d'avoir une définition, en tout cas d'avoir la même définition. Donc, on va y revenir. Et d'ailleurs, d'avoir la même définition d'un côté et de l'autre de l'océan. Ça peut être intéressant aussi de voir de quelle manière ces termes-là voyagent. J'ai la chance, avec la Société des Demain, de faire de la prospective. Et quand on fait de la prospective, on essaie de voir très loin et de voir très large. On essaie de s'intéresser à un peu plus de domaines et de critères que notre seul secteur d'activité. Donc, bien sûr que l'innovation, dans ce sens-là, prend un terme, est également un terme beaucoup plus large que notre secteur spécifique. Alors, bien sûr, les produits, les services qu'on développe s'inscrivent dans une société pour laquelle les impacts sociétaux, c'est pas la même chose, environnementaux, éthiques, sont au cœur des préoccupations. Et c'est une chose de le savoir, c'est une chose d'en être conscient, c'en est une autre de rendre la chose opérationnalisable dans nos activités, dans nos services. Comment on intègre tout ça et surtout comment on intègre tout ça dès le départ. Alors, c'est un peu de tout ça dont on va discuter aujourd'hui avec, écoutez, une liste d'invités, franchement, pas piquer des verres. Merci à vous trois d'être là. Donc, Valérie Pisano, présidente et chef de la direction de Miller. Bonjour, bienvenue. Éric Salobir, président du comité exécutif de la Human Technology Foundation. Et, last but not least, comme disent les anglophones, Serge Beauchemin, président de AQC Capital. Merci à vous tous d'être là. J'ai envie de vous lancer avec une première question, justement de mise en contexte, là, de définition. Des fois, on dit responsable, des fois, on dit durable. Dites-nous un petit peu à quelle enseigne vous logez, donc ce que vous faites et comment vous le faites, et surtout, en même temps, indiquez-nous ce que vous entendez, vous, quand vous entendez le terme innovation responsable. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je commencerai par vous, Valérie. C'est une super bonne question. On n'arrête pas de revenir là-dessus, que pour différentes personnes, ça veut dire différentes choses. Mila, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé par le professeur Yoshua Bengio. On a déjà mentionné son nom quelques fois. Ça fait 5 ans qu'on existe, une communauté de 1500 chercheurs, étudiants, partenaires industriels. Je peux vous mettre un peu en contexte. On réfléchit beaucoup aux questions d'IA responsable, en particulier depuis janvier, depuis le retour des fêtes. J'ai le goût de dire être responsable, c'est tenir compte du contexte. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça en venant ici, là, mais il y a des comportements qui sont complètement acceptables dans un bar, qui seraient complètement irresponsables dans la cour d'une école, par exemple. Fait que dans ce contexte-là, on vit dans un monde où il y a un contexte très particulier en ce moment. Puis, dans ce contexte particulier-là, il y a des questions qu'on appelle ESG, mais de façon plus générale, on parle beaucoup de climat, on parle beaucoup de perturbations technologiques, d'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle générative. Puis on parle de plus en plus de déséquilibre ou d'injustice sociale. Ça a été mentionné, entre autres, sur le premier panel. Donc pour moi, quand on parle de IA responsable ou de développement responsable ou de start-up responsable, c'est ça. C'est des organisations qui tiennent compte du grand contexte dans lequel on s'inscrit, puis de l'impact que ces décisions-là peuvent avoir étant donné le contexte. Éric Salobir, allez-vous pouvoir compléter cette question-là ou en tout cas amener un éclairage un peu différent? Alors ouais, je pense que Valérie a déjà dit beaucoup sur la question. Moi, venant d'Europe, effectivement, on va plus parler d'innovation durable, probablement en reprenant une traduction un peu littérale de sustainable et donc en fait avec un focus
assez fort sur l'environnement et je trouve que c'est un peu dommage parce que notamment quand on parle des industries créatives, l'impact il n'est pas tant sur l'environnement que sur la société, c'est ce que tu mentionnais Valérie. Et nous, on a vu en Europe et notamment en France par exemple, ce qui se passait quand on était soucieux de l'environnement mais pas du social. Et ça donnait les gilets jaunes. Et globalement, ça veut dire qu'à un moment, ça bloque tout. Parce que le gouvernement ne peut plus prendre aucune décision qui permette d'aller dans le sens de la mise en œuvre des actions de la COP21, tout simplement parce que les gens ont l'impression que ça se fait sur leur dos, que quelque part, ils sont laissés pour compte. Et pour moi, une innovation, et c'est pour ça que j'aime bien ce terme de responsable, c'est une responsabilité environnementale, donc vis-à-vis de la planète, mais surtout aussi une responsabilité sociale vis-à-vis de tout le monde. Et ce que je dirais, c'est que c'est une responsabilité vis-à-vis de l'écosystème. Et là, c'est un peu ce que tu disais sur cette dimension. Trop souvent, on a l'impression qu'on est responsable vis-à-vis des actionnaires, éventuellement vis-à-vis des clients. Or, en fait, quand on développe des technologies qui ont un vrai impact, on est surtout responsable vis-à-vis de tous ceux auprès desquels ça va avoir un impact et qui ne sont ni les actionnaires, ni les collaborateurs, ni les clients. Souvent, c'est eux les silencieux, ça peut être éventuellement les victimes silencieuses ou c'est les bénéficiaires silencieux et c'est aussi à eux qu'il faut penser. Pour moi, cette responsabilité, elle va jusque-là. J'ai envie de rebondir, mais je vais laisser Serge Beauchemin compléter donc cette définition d'innovation responsable. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça? Bon, d'abord, il faut savoir que je représente un groupe qui s'appelle QC Capital, donc on investit dans des startups. Hein. Nous, notre travail, c'est de choisir des jeunes pousses qui vont changer le monde. En 2023, changer le monde sans avoir cette conscience de l'environnement, de la société, je pense que tu es complètement déconnecté de la planète, puis de ton environnement, puis de ta réalité. Alors, fondamentalement, chez nous, quand on parle d'innovation responsable, on s'attend à ce que ces entrepreneurs arrivent avec des idées innovantes, donc des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de régler soit de nouveaux problèmes et des problèmes existants, mais de façon connectée avec ce qui est prometteur ou porteur de croissance pour l'avenir. Alors aujourd'hui, ce qui est porteur de croissance pour l'avenir, c'est définitivement tout ce qui va englober, je dirais, la durabilité de nos rapports sociaux. Hein. On pense tantôt... je vais vous donner des exemples concrets. Tiens, ça va être plus facile que, Allez-y, on aime que ça. de philosopher. On a choisi récemment d'investir dans une société, une jeune pousse, qui s'appelle Trek City. À la base, c'est une business qui fait de la livraison. Okay? Ils vont prendre des produits d'une place, les livrer à une autre place, puis bon, ils vont utiliser la technologie, faire mieux que la concurrence, par exemple. Mais quand on écoute leur solution innovante, ils se sont dit, aujourd'hui, toute la livraison, ou le concept de livraison, c'est d'aller chercher un paquet de colis au point A, puis d'aller les distribuer. Donc, une voiture qui part au point A, puis là, elle s'en va porter ici, elle revient, elle va chercher là, elle va en chercher un autre, elle va chercher là, B. Je m'exprime peut-être pas bien, mais elle va au restaurant 1, va faire une livraison. Va au restaurant 2, va faire une livraison. Au restaurant 3, donc un tas d'aller-retour. Eux, ils se sont dit, pourquoi pas trouver une solution où, à la place, le chauffeur va d'abord choisir une route. Il va choisir un paquet de points qui ont été programmés par un système, donc sélectionnés, optimisés pour la distance, évidemment le temps. Et donc, un pick-up route puis un delivery route, okay, qui ont été optimisés en temps réel par un ordinateur. Donc, à la base, là-dedans, il y a beaucoup d'économies financières. Hein? On se rend compte, on ne fait plus des allers-retours, on va aller optimiser le déplacement. Mais au-delà de ça, quand on regarde le projet, on se dit, wow, c'est pas juste une innovation économique, c'est aussi une innovation environnementale. Parce qu'imaginez le pétrole qu'on sauve dans ce type de transport-là, dans ce type de façon de faire-là. Et les jeunes, quand on leur parle, c'est au cœur de leurs préoccupations technologiques. Donc, ils ne sont pas juste en train de parler de rendement financier, de trouver une façon plus rapide, économique de faire la job, mais ils sont en train de te dire, hey, c'est le fun, ce qu'on fait, c'est qu'on sauve du CO2. On émet moins de gaz à effet de serre, on est plus friendly, environnemental. J'essaie de rester en français. Là. Alors, mais c'est ça, pour moi, l'innovation responsable. C'est de trouver des solutions concrètes à des problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. Ces solutions-là doivent être économiquement fiables, doivent être économiquement rentables, mais surtout, et davantage aujourd'hui, doivent être aussi avoir des impacts très positifs sur la société, sur nos façons de communiquer, vivre ensemble et évidemment sur l'environnement.
Et vous dites que si ce n'est pas le cas, c'est une entreprise un peu déconnectée de la société, de son système, de son écosystème. Et j'ai encore un peu envie de vous dire, pourtant, il y a beaucoup de grandes entreprises qui ne sont pas des modèles en la matière, surtout dans les grandes technologies, là. Donc, c'est mettre beaucoup de pression sur les startups, mais peut-être un petit peu moins sur les grandes entreprises, non? Ben, oui et non. Je pense que c'est d'abord, tous les changements, je vais faire une référence. Excusez-moi, j'ai sauté sur le micro, j'aurais dû... C'est moi, j'ai une folie, moi je parle sans arrêt. J'avais vu un truc quand j'étais jeune, un texte qui disait d'abord, si tu veux changer les autres, commence par changer chez toi. Tu sais. Et j'ai l'impression que ce qui doit se passer aussi dans notre société, c'est que ces grands changements qu'on veut voir auprès des grandes entreprises, nos grands fournisseurs de services et de produits, mais si on veut voir ces grandes organisations-là changer, il faut d'abord commencer par changer chez soi. Commencer chez soi comme consommateur à exiger ce changement qu'on veut voir chez les autres et l'exiger dans ses propres façons de faire, dans ses propres façons de consommer. Et moi, c'est ce que je dis qui est important aujourd'hui, c'est que les startups sont de plus en plus branchées, évidemment parce qu'elles émergent, donc elles sont branchées dans la communauté des besoins, sont de plus en plus branchées sur la préoccupation qu'on a, nous, comme consommateurs, quand on commence à acheter des produits en se disant comment c'est fait cette affaire-là, ça vient d'où cette affaire-là, et ça va avoir un impact important sur les grands fournisseurs. Et ça, c'est ce qu'on doit se dire tous les jours quand on consomme, quand on choisit nos produits et biens, de sorte à justement avoir un impact réel sur les grands... Sinon, ça n'arrivera pas, selon moi. Parce qu'on va continuer à croire des belles paroles, des belles philosophies, mais la réalité, c'est tout ce monde-là doivent fournir des rendements aux actionnaires, puis on pourrait en parler, là, mais ils doivent fournir des rendements aux actionnaires, doivent fournir des emplois bien payés à tout ce monde-là. Alors bref, c'est une roue qui est difficile à changer si ça ne change pas à la base les gens qui ont des besoins à combler. Éric Salobir, vous vouliez rebondir. Oui, moi j'ai l'impression qu'en fait ça touche aussi largement les grandes entreprises. Alors, notre fondation en Europe travaille plutôt avec des grosses entreprises et des investisseurs, des fonds d'investissement, mais on se rend compte que de plus en plus d'entreprises viennent nous voir parce qu'elles se rendent compte de l'impact que ça a de ne pas avoir cette connexion, de ne pas avoir cette attention. Je pense à une grande firme de conseil, par exemple, en Europe, qui vient nous voir en disant « nos meilleurs talents s'en vont ». Et ils ont fait une petite enquête, est-ce qu'ils ne sont pas bien payés? Si. Est-ce que les conditions de travail ne sont pas bonnes? Ben, si, elles sont très bien. Est-ce que le travail n'est pas intéressant? Si, il est intéressant. Le problème, c'est qu'ils ne font pas la différence. Enfin, pourquoi est-ce que je me lèverais le matin pour aller bosser chez vous quand je sais que je peux trouver un autre job qui va avoir plus d'impact? Et donc, en fait, dans ces cas-là, ils perdent les meilleurs talents. Et puis, on a de plus en plus d'entreprises qui se rendent compte, au moins en Europe, où la plupart des fonds qui sont créés maintenant ne sont pas forcément des fonds à impact, mais sont au moins des fonds soutenables. Donc, en fait, des fonds qui ont quand même une attention à ces critères-là, à ces critères ESG. On se rend compte que c'est de plus en plus difficile de lever de l'argent quand on n'est pas attentif à ça. Donc, moi je vois effectivement, il y a pour moi 3 vecteurs qui vont faire bouger le patron d'une grande entreprise. Et à mon avis, à part la régulation, il n'y en a que 3. D'un côté, c'est les clients, c'est ce que tu disais. Et c'est vrai que si on se met tous d'accord, à un moment, et s'il n'y a plus de clients, il n'y a plus d'entreprise. Le deuxième, c'est les talents. Et le troisième, c'est l'investissement. Si on peut appuyer sur ces 3 boutons en même temps, on fait bouger les plus grosses entreprises. J'offrirais aussi en complémentarité que le contexte, encore une fois, a vraiment beaucoup changé. Si on passe à n'importe laquelle des grandes entreprises, même ici à Montréal, elles ont grandi puis elles ont œuvré dans un monde qui n'avait pas la même vélocité que le monde dans lequel on s'inscrit aujourd'hui, qui n'avait pas la même complexité que le monde dans lequel on s'inscrit aujourd'hui. Donc, oui, elles vont évoluer, mais avec une ADN qui n'a juste pas été construite pour ce monde-là, versus la start-up, la plus jeune entreprise qui arrive, qui peut déjà se composer dans une ADN d'agilité, d'itération, de contrepartie avec le monde dans lequel on vit. Donc, plus que jamais, la start-up, la petite entreprise, l'entreprise digitale, l'entreprise créative va avoir un rôle énorme à jouer. Puis on le voit, il y a plein de start-up qui commencent à me témoigner des choses du type « j'en viens pas, j'ai cette giga-entreprise qui est prête à signer un contrat avec moi, ça s'est jamais vu, ça fait pas de sens que des grandes entreprises veulent interagir de cette façon-là qu'une organisation qui est à peine en train de se mettre sur pied. Mais les grandes entreprises ont un peu pas le choix. Ils n'arrivent pas à développer cette propre agilité-là à l'interne, donc ils vont se l'acheter en collaborant avec des entreprises comme les vôtres. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer de façon assez significative dans l'interaction entre la grande entreprise face à ce monde-là, puis la start-up qui arrive, qui dit « nous, on est capable de faire ça, on est capable de le faire vite, on est capable de le faire de façon agile et on est capable de s'ajuster en cours de route parce qu'on habite dans un monde où il faut être capable de recevoir du feedback et de s'ajuster ».
Vous m'amenez justement sur le terrain de cet important maillage entre les entreprises en démarrage et les grandes entreprises. Quelle forme ça peut prendre? Vous avez fait allusion justement à ces différentes vitesses, ces différentes vélocités là, qui peuvent servir l'un l'autre. Quelle forme ça peut prendre, ce maillage-là, entre grandes entreprises et entreprises en démarrage, Serge Beauchemin? Je dirais c'est un peu comme une relation de parrainage. Non? Je pense que vous venez très bien de le mentionner. Quand les grandes entreprises commencent à se tourner vers les plus petites parce qu'elles sont plus dynamiques, plus rapides, plus évolutives, hein, elles sont plus connectées, je dirais, au changement. Elles font le changement. Mais davantage de grandes entreprises qui se tournent vers les plus petites, vers les startups, vers ce monde plus dynamique, effervescent, c'est probablement la meilleure façon d'initier le changement. Parce que, vous l'avez tellement bien dit, les dinosaures, par définition, c'est gros, c'est immense, ça bouge pas vite. Hein? Puis c'est parfait comme ça. On veut pas qu'une grande entreprise veille sur un dizaine, puis risque tout pour le tout, puis tombe et finalement détruit le capital et tout le talent qui est regroupé. Alors, forcément, ces grandes entreprises-là, par définition, vont bouger plus lentement, vont être beaucoup plus risk-averse, vont faire attention. Elles doivent fondamentalement se tourner vers les startups et initier les relations avec les startups, donner un coup de main, investir du capital. On ne voit pas assez ici au Québec de corporate venture. On voit beaucoup d'institutionnels, de capital investi par les institutionnels dans les jeunes pousses. Mais le Québec n'est pas si riche que ça encore, malheureusement. Puis on ne parle pas assez de corporate venture, on ne parle pas assez d'entreprises qui prennent des risques en intrapreneurship, par exemple, ou en spin-off, en disant à des jeunes pousses ou à des employés très prometteurs, ça vous tente de partir une business, les boys ou les girls, mais au lieu d'aller ailleurs, la faire vous-même, faites-la avec nous. On va vous donner un capital, puis on va la partir ensemble, puis on va vous donner les premières commandes. Ça, à mon avis, c'est des mouvements de changement qu'on doit encourager dans notre société, particulièrement ici au Québec. Moi, je dirais, ce qui est important quand même, c'est d'être attentif à la qualité de la relation et au type de relation que les grandes entreprises ont avec les plus petites. Ce qu'on voit beaucoup en Europe, malheureusement, c'est que les grandes entreprises font leur marché et qu'à un moment, en fait, elles achètent tout simplement et que les start-upers sont assez contents de pouvoir sortir avec un gros chèque. Et malheureusement, en Europe, on n'a pas cette habitude de dire « bon, je vais recommencer, je vais en créer une deuxième, une troisième, une quatrième ». Il y a un certain nombre qui disent « bon, ça y est, j'ai gagné comme on a gagné au loto ». Et puis après, ils disent « je suis investisseur », puis ils placent un peu leur argent et ça ne va pas plus loin. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Je pense qu'en fait, il faut faire en sorte que dans ces relations, qui sont des relations à la fois nécessaires et fécondes, la jeune entreprise puisse garder toute sa liberté. Je pense par exemple, j'avais pas mal discuté avec Demis Hassabis lorsqu'ils ont décidé de vendre DeepMind à Google. Et en fait, ils ne l'ont fait pas seulement pour l'argent, ils l'ont fait pour avoir accès aux données parce que les modèles qu'ils entraînaient étaient des modèles très gourmands en données et que Google avait ces données. Mais en fait, ils ont posé leurs conditions, notamment en termes de comité d'éthique, etc. Et Mustafa Suleyman et Demis Hassabis ont continué à vraiment garder le leadership de l'entreprise, même au sein du géant Google. DeepMind reste quand même une entreprise à part entière. Et je pense que c'est ça. Il ne faut pas transiger avec ses valeurs pour avoir soit du capital, soit de l'accès à des données, soit de l'accès à un marché. Il faut se dire que, comme vous disiez, on a beau être petit, on a des arguments et il faut les faire valoir pour être certain de vraiment rester à la barre. Valérie Pisano, je voyais réagir. C'est juste parce que maintenant, DeepMind a été absorbé dans Google, puis ça s'appelle Google Brain. Donc oui, ça a duré 5 ans. Puis là, avec l'arrivée de l'IA générative, on est dans un autre monde où cette indépendance-là ne sert plus les intérêts du plus gros des deux joueurs. Mais ça, c'est une autre conversation pour un autre jour, peut-être. Le truc, c'est que je pense que l'IA générative est en train de rebattre complètement les cartes entre tous les joueurs, va en rendre certains peut-être complètement obsolètes. Et je pense que là, on est à l'aube d'une transformation majeure. Et la vraie question, c'est est-ce que c'est seulement les large models qui vont être pertinents? Et dans ces cas-là, on peut dire qu'on va se trouver avec peu de très gros joueurs qui auront une espèce d'oligopole, ou est-ce qu'on sera capable d'entraîner des modèles plus petits? Et là, dans ces cas-là, ça risque de redistribuer les cartes. Et je pense qu'on a déjà un début de réponse là-dessus. D'ailleurs, les modèles plus petits semblent avoir un peu le vent dans les voiles. En tout cas, on sent plusieurs entreprises vouloir se tourner vers ce type de... Il y a au moins un enthousiasme parce que sinon, on se dit quelque part, le game est perdu, quoi. Ça y est, 2-3 ont déjà mis la main et puis c'est fini. Moi, j'attends quand même de voir dans quelle mesure ils font vraiment la job de la même façon que les large models.
Et pour le moment, c'est pas du tout gagné. Après, ce qu'on voit quand même, parce qu'on regarde ce côté un peu négatif de dire, à partir de maintenant, on risque d'avoir finalement une espèce d'oligopole de quelques entreprises qui tiennent tout le marché de l'intelligence artificielle. En même temps, il faut voir que l'arrivée de ces modèles comme ChatGPT, par exemple, aura contribué à démocratiser l'intelligence artificielle. Avant, pour un freelance, pour une petite entreprise, il n'y avait rien sur l'étagère, il n'y avait rien qui était disponible. Donc oui, il y avait plein de gens qui faisaient de l'IA, mais c'était quand même que pour des boîtes qui avaient quand même les moyens d'avoir des data scientists, d'avoir des équipes, etc. Maintenant, n'importe qui avec Midjourney, n'importe quel freelancer peut utiliser ça. Donc il faut quand même regarder cette dimension-là avec toutes les questions que ça pose, parce que qui dit démocratisation dit prolifération, dit que autant les good guys et les bad guys ont accès à cette technologie, mais en même temps, pour moi, et je pense que ça va nous emmener un peu, si on parle d'éthique sur ce domaine-là, en fait, c'est moins des questions de technologie que des débats de société. D'un côté, on veut démocratiser, et de l'autre côté, on se dit démocratiser, c'est dangereux. On l'a vu avec la démocratisation de la parole. Avant, il y a 50 ans, il fallait avoir accès à un média pour pouvoir prendre la parole publiquement. Maintenant, on peut créer un groupe sur les réseaux sociaux, on peut devenir influenceur pour faire ça tout seul. Et quelque part, on devrait tous être contents de cette forme de démocratisation des prises de parole. Et en même temps, on se rend compte que ça conduit aussi au complotisme, parce que, tous les gens qui ont la parole n'ont pas forcément quelque chose d'intelligent à dire, et deux, moi le premier, j'ai le micro, je peux vous le dire. Mais c'est clair, et on l'a vu notamment au moment du Covid, où je pense que la parole publique a été complètement galvaudée. On disait à un mathématicien comme Cédric Villani, « Oh, vous êtes médaille Fields, que pensez-vous du Covid ?» Rien, il n'est pas médecin. Mais il y a cette dimension-là complètement de vouloir donner la parole à tout le monde sur tout, et quelque part, ça aura un peu tué. Donc vraiment, pour moi, cette question de la démocratisation, comme d'autres, sont vraiment des questions sociétales, et je pense que c'est là qu'il faut faire porter l'essentiel du débat. Mais je suis contente qu'on parle d'éthique, parce que, bien sûr, c'est important et les enjeux sont énormes. J'ai l'impression que certaines pistes de solutions, et là, vraiment, faites-moi changer d'idée, semblent un peu utopistes. Il faudrait qu'on s'entende tous sur une manière, par exemple, de rendre l'intelligence artificielle plus transparente, de faire du code source ouvert, demander à toutes les entreprises privées de faire ça. Comment on va y arriver? Oui. Alors, moi, très honnêtement, j'y crois pas du tout. Mais j'aimerais y croire, mais malheureusement, au fait que tout puisse être seulement en open source, on s'entend que je pense que peu de gens pensent à un total open source. Qu'il y ait une place pour l'open source, ça j'en suis persuadé, mais en même temps il y a aussi des fonds privés. Ces fonds privés, je pense aux fonds de pension par exemple, ils attendent aussi d'avoir une forme de rémunération, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait une rémunération de la propriété intellectuelle. Donc à un moment il va falloir qu'on trouve un mode de fonctionnement pragmatique qui permet d'articuler ces différents points. Et pour en revenir à ce qu'on disait, quand on parle des larges modèles, je pense que l'une des difficultés, et c'est aussi pourquoi ils refusent de diffuser les métaprompts, la façon dont ils ont paramétré cette intelligence, enfin ces modèles, c'est tout simplement parce qu'en fait, si on avait sous les yeux tous les critères qu'ils ont posés, on ne serait pas d'accord entre nous pour savoir quels critères doivent être posés. Certains disent, ChatGPT est respectueux de la diversité, d'autres vont dire ChatGPT, c'est le wokisme. Et donc, tout simplement parce que c'est deux façons différentes d'aborder les mêmes questions. Et en fait, je pense que dans la société, pour le moment, on n'est pas encore complètement d'accord sur les sets de valeurs qu'on veut mettre en œuvre pour lancer ces technologies. D'abord, si vous n'avez aucune idée de quoi on parle, c'est super normal. Ça a commencé à exister il y a quelques semaines, puis vous avez été occupé avec autre chose. Mais ça serait le temps de s'y intéresser, OK? Allez jouer avec ChatGPT un peu. Allez lire des articles de plein de gens, allez lire ce que Jeff Hinton, Yoshua Bengio, Google, OpenAI sont en train de dire sur l'IA générative. Malheureusement ou heureusement pour vous et pour nous, on est vraiment dans un point d'inflexion. Il y a vraiment quelque chose de gros qui est arrivé. Vous ne pouvez pas vous permettre là, de dire « moi, ces affaires-là m'intéressent moyen, je vais laisser les autres me l'expliquer. » Fait que prenez du temps. Premier conseil. Nous, on est là-dedans presque à temps plein depuis quelques mois, donc on est un peu dans une bulle, puis je réalise en parlant avec des gens, même des fois avec des journalistes ou même avec des politiciens, en toute transparence, qu'il y a beaucoup de rattrapage à faire. Il y a beaucoup qui est arrivé en quelques semaines dans notre monde. C'est la première chose à dire. La deuxième, c'est que c'est vrai que
que ça va être des choix de société, puis les choix de société sont jamais parfaitement alignés. Dans une version peut-être très simpliste de la chose, on dit que les systèmes d'intelligence artificielle vont servir nos intérêts dans la mesure où on les aligne avec nos valeurs. OK, prenons 15 minutes tous ensemble pour décider c'est quoi nos valeurs. On est quand même tous juste ici, là, des bons Montréalais, des bons Québécois. Mes valeurs et tes valeurs, c'est sûr qu'on va s'entendre. Ben non, on ne s'entendra pas. Le plus proche qu'on est arrivé à ça, c'est les droits de la personne, les droits humains, qui est comme une espèce de convention internationale, de choses vraiment de base sur lesquelles on s'entend. Et encore, pas partout dans le monde. Donc, il y a toutes sortes d'angles qu'on pourrait prendre. At the end of the day, c'est à propos de l'output, c'est à propos de l'impact de ces technologies-là. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait pas? Aujourd'hui, sur Snapchat, nos enfants ont accès à un ami d'intelligence artificielle qui chatte avec eux, puis qui reçoit en loupe du feedback. « Ah, toi, t'aimes ça? T'aimes pas ça? Quand je te dis ça, tu réagis comme ça. Quand je te dis ça, tu réagis pas comme ça. Je vais créer de l'intimité avec toi. Je vais apprendre à te connaître dans le but de... » Bien, si c'est sur Snapchat, dans le but que tu passes le plus de temps possible sur mon app. Puis ça existe maintenant. Un outil qui n'est pas juste un jeu, là. C'est complètement interactif. Bien, vous le savez, vous êtes tous dans ce domaine-là. Ça, c'est un exemple, à la limite, un peu banal, quoique les ados, c'est quand même une population très vulnérable là, dans notre société. Donc, le grand débat va être qu'est-ce qu'on permet à ces technologies-là de faire ou de ne pas faire? Quel est l'output? Comment on contrôle cet output-là? Puis après ça, on va devoir revenir en arrière et dire donc, ça prend des gens qui sont capables d'aller dans la technologie, la regarder, l'auditer, l'évaluer, la contrôler. Ce ne sera peut-être pas en open source, ce sera peut-être des organisations internationales, il y a plus qu'une version, mais c'est à nous autres de faire ces choix-là, de ce que la technologie a le droit de faire ou pas, des interactions qu'on permet ou pas dans nos familles, dans nos communautés, dans nos entreprises. Puis en tant que producteur de solutions technologiques, vous êtes right there on the edge de dire « Ah, ici, je vois une opportunité pour cette technologie-là qui ferait du bien, qui servirait l'intérêt public, puis je vais me porter garant de cet output-là. » Ou ici, je vois qu'il y a quelque chose, mais l'output pourrait dériver, puis si l'output pourrait dériver, je ne pense pas que c'est quelque chose dans lequel je veux m'embarquer. C'est une mise au point très importante, effectivement, parce que des fois, on oublie que tout ça va extrêmement vite et qu'on doit se concerter un petit peu sur ce dont il s'agit en ce moment. Et c'est pas simple quand on parle de valeurs humaines et sociétales. On n'y est pas arrivé pour le web, alors on va essayer d'y arriver autrement. On n'a pas vraiment essayé, je m'excuse, pour les plateformes sociales. T'sais, on a comme un petit wake-up call à faire. Le même Mark Zuckerberg, à un moment donné, il a dit « Ce serait bon de mettre des lois en place, puis personne n'a rien fait. » Donc, on a créé une dynamique où les plateformes de médias sociaux, c'est comme un genre d'État-nation-Dieu à part. On ne permettrait jamais ça dans le milieu de l'aviation, la construction des immeubles, les biotechnologies, les médicaments. On ne permettrait jamais ça. Mais les médias sociaux, puis Big Tech, c'est comme ça flotte, ça transcende. Puis même quand ils nous le disent, puis là, ils nous le disent toutes, là. CEO de Microsoft, CEO de Google, CEO d'OpenAI, ils font une tournée mondiale pour dire « Put rules and regulations and safeguards in place. And as long as they don't piss us off too much, we're going to conform. » En gros, ça a l'air de ça. Ils n'aiment pas ce qui se passe en Europe, ils aiment plus notre approche au Canada, ils aiment bien que les États-Unis soient vraiment lents à sortir à décider ce qu'ils vont faire. Mais in the end, the creators of their technology are saying créer des gabarits, puis on va s'inscrire dans ces gabarits-là. Ce qu'on n'a pas fait pour les médias sociaux. Puis ça, je pense qu'on doit se saisir de ça comme citoyens. On a été vraiment lent à réagir. Puis quand on a réalisé qu'il fallait peut-être faire quelque chose, bien, c'était comme peut-être un peu trop tard. C'est trop tard. J'ai aimé le terme « opportunité » que vous avez utilisé parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit ici. Il y a véritablement des opportunités d'affaires. Là. Ici, quand on parle de critères ESG, d'impact des services, des produits qui sont mis de l'avant par les startups. Mais le premier panel l'a aussi bien indiqué, il n'y a pas d'obligation. En fait, il n'y a pas d'obligation légale, mais il y a peut-être une obligation civique, il y a peut-être une obligation éthique. Quel genre de plus-value, quel genre de valeur ajoutée est-ce que ça représente pour les startups d'intégrer ces fameux critères-là, Serge Beauchemin? Un peu comme je disais tantôt, aujourd'hui, on n'a pratiquement pas le choix. Une start-up, à la base, là, c'est extrêmement près du consommateur ou du client final. Hein. Il part, il démarre une business pour régler un problème pour une gang de personnes.
des fois, c'est une gang de corporations, mais dans les corporations, c'est aussi des personnes. Puis les corporations sont aussi des personnes morales, mais sont aussi des personnes. Alors, les startups sont très, très, très près de ça. Alors, comme elles sont très, très près de ça, elles sont incapables de se dissocier de ce besoin-là. Je reviens à ce que je disais tantôt. Donc, si on change les besoins de cette population-là, les premiers qui vont réagir, c'est ceux qui sont proches de la première ligne de front du problem solving, c'est les startups. Alors aujourd'hui, une startup qui ignore les enjeux environnementaux, sociaux, est complètement déconnectée de sa propre clientèle. Mais sans les ignorer, quel serait le premier pas, le premier geste à poser pour s'assurer? Ça va être de l'intégrer dans ses propres processus, dans ses propres comportements, par exemple, dans ses stratégies de recrutement, par exemple, dans ses stratégies de branding, dans ses stratégies d'approche à la clientèle, de commencer à se montrer et à se présenter à la société comme pas un client, mais un citoyen responsable, donc respectueux des politiques d'inclusion, respectueux des politiques salariales, l'équité salariale, le respect des capacités de production ou des méthodologies mises en place pour produire ces produits, de l'économie locale, de l'économie circulaire. C'est tous des vocabulaires, c'est tous des concepts que la start-up met en place. Moi, je les vois, là. C'est pour ça que des fois, je suis pas connecté dans la grande entreprise, je suis connecté dans les startups. Toutes, 100% des startups qui viennent nous voir, on se langage. Ils vont trouver une twist quelque part parce qu'ils répondent à des besoins qui sont justement émergents de ces situations-là. Des compagnies qui veulent être, un exemple, ESG certifiées. Bon, ben il y a toutes sortes de processus là-dedans. Ça donne lieu à un paquet de startups qui vont venir aider les grandes sociétés à respecter l'environnement, à respecter les politiques d'embauche sociale, et ainsi de suite. Ils vont utiliser des nouveaux trucs dans l'intelligence artificielle j'ai vu récemment quelqu'un qui utilise l'AI pour faire carrément du recrutement parce qu'il sert un secteur économique où on fait beaucoup de recrutement dans les centres d'appel. Alors, ils utilisent un chatbot pour faire du recrutement, les premières lignes de recrutement. Bien, évidemment, dans le chatbot, devinez quoi? Bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, dans les questions que le chatbot va poser, c'est pas quel âge que tu as, puis quel genre que tu es, puis dans quel bar tu te tiens la fin de semaine. Là. Les questions de mon oncle qu'on avait il y a 15-20 ans, on les a plus dans les entrevues aujourd'hui. Bien, le chatbot aujourd'hui respecte justement ces principes qu'on parle depuis tantôt, le respect de l'individu, le respect de la femme, le respect des minorités. Alors, ces chatbots-là sont programmés avec ces données-là qui sont collées à la réalité contemporaine. Sans aucun biais dans la base de données, hein? Ah ben là, ça c'est le reflet de notre société. Hein? Ça, c'est le reflet de notre société. Vous lirez, l'État de New York vient de passer une loi sur l'utilisation des systèmes intelligents pour les processus de recrutement. On a le droit de le faire, il faut juste que ça soit bien compris et audité. C'est un super bon exemple d'un endroit où tout ça se rencontre dans un processus qui était a priori profondément humain, puis qui, là, va être accompagné par la technologie. Et c'est pour ça que je suis tellement d'accord avec la législation, ou du moins la réglementation qu'on doit imposer dans nos façons de faire en utilisant l'intelligence artificielle. Mais on vient de se mettre tout à fait d'accord qu'à la base, le besoin, c'était de faire du recrutement plus efficacement et de le faire en respect de la société dans laquelle on baigne aujourd'hui. Le même système de chatbot en Inde, par exemple, ou en Chine, ne posera pas les mêmes questions qu'on va poser ici au Canada. Donc, vous avez bien raison, il faut que ça soit biaisé par un set de valeurs qui est commun à la société dans laquelle on évolue. Je pense que ce qui est important surtout, c'est de se doter d'outils pour opérationnaliser ces questions-là. Parce que, on se met d'accord entre, on va dire, fondateurs, avec les investisseurs, etc., sur un certain nombre de valeurs. Mais après, la question, tout ce qu'on n'évalue pas, ça n'existe pas, en fait. On n'arrive pas à le monitorer. Et je pense que malheureusement, autant pour l'impact environnemental, maintenant, on commence à avoir des critères, parce que le GIEC travaille quand même depuis des années. Donc, ça nous a fait toute une base de réflexion. Mais pour les critères sociétaux, ça reste encore très flou. Il y a encore assez peu d'outils. C'est pour ça que nous, au sein de la Fondation, on a travaillé à la demande de la Banque royale du Canada, de EY, de Amundi, qui est un gros investisseur européen, de fonds comme Partech qui sont spécialisés dans la technologie, sur le design ce qu'ils appellent un framework. Donc, se mettre d'accord un peu sur un cadre qui permet de faire une évaluation qui soit vraiment à 360. Sinon, le problème, c'est qu'on va adresser des choses les unes après les autres. Et moi, ce que je recommande toujours aux start-upers, c'est de se doter d'un outil comme celui-là, et commence un peu à y en avoir sur le marché. 2, de faire vraiment de l'éthique by design, c'est-à-dire de ne pas attendre d'avoir complètement développé son produit pour se poser ces questions-là, et peut-être en mettant en place une culture de l'éthique où on va apprendre un peu à se poser les bonnes questions, et comme ça, un peu d'essayer de voir, à mesure qu'on teste le produit, où peuvent se cacher les biais. Vous parlez de l'IA dans le recrutement. Je pense à une entreprise avec laquelle on a travaillé, par exemple, qui avait
avaient dit qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de biais de genre dans la sélection des CV. Alors ils avaient dit, il n'y a pas de case homme-femme, autre, on s'en fiche. Donc c'est super, au moins on ne peut pas savoir. Mais en même temps, il y avait une case responsiveness. Et le problème, c'est qu'en fait, quand vous publiez une annonce, par exemple, sur LinkedIn, les hommes vont dire, je pense que les hommes qui sont dans la salle, comme moi, « Oh, c'est super, c'est pour moi, ça », puis ils vont cliquer tout de suite. Et puis les femmes vont se poser la question. Oui, nous, ça nous prend un doctorat dans la question pour considérer l'offre. Oui. Les femmes vont se dire, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que j'ai les compétences, etc. Elles ne vont pas cliquer tout de suite. Ce qui fait que généralement, plus le poste était élevé, moins il y avait de femmes. Donc typiquement, un biais, là où on avait essayé de l'enlever. Ça, c'est uniquement en testant, en test and learn, qu'on réussit à voir ce genre de choses. Parce qu'ils étaient vraiment bien intentionnés et ils se sont foirés dans les grandes largeurs. Oui, mais encore une fois, c'est parce que ça s'inscrit dans un système qui est plus grand qu'eux. Ça s'inscrit dans une société qui a elle-même ses propres biais sur lesquels se basent ces bases de données-là. Et qu'il faut connaître. Voilà. Exactement. Je poursuivrai des heures avec vous. On est au moins un petit peu plus alignés. J'ai l'impression qu'il nous reste quelques millions de personnes à aligner pour se rendre quelque part. Mais non, mais on commence par 3, puis après ça, on verra. Hein? Donc, Serge Beauchemin, Éric Salobir, Valérie Pisano, un énorme merci pour cette discussion passionnante. Merci. Merci à vous. Merci.